Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 21 avril 2026 et notre cher ami, le professeur Marandi, notre frère, est avec nous. Bienvenue à nouveau, professeur Marandi. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un grand plaisir. Laissez-moi commencer par ce qui se passe en ce moment. Donald Trump vient tout juste de dire que l'Iran n'a pas d'autre choix que d'aller à Islamabad. Alors, quel est l'état d'esprit des Iraniens en ce moment? Parce que hier, J.D. Vance nous a dit qu'il était en route pour Islamabad, puis il a précisé qu'il n'était pas encore parti. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce qu'ils attendent que l'Iran décide s'il veut y aller ou pas? Quelle est la position de l'Iran? Eh bien, personne ne devrait perdre son temps à écouter les médias occidentaux qui citent des sources iraniennes anonymes ou des chaînes liées au Mossad, comme Iran International, ou tout autre média de ce genre qui parle au nom du régime israélien ou de la classe Epstein. Les Iraniens ne vont nulle part, et aucune délégation n'est en préparation. Il n'est question d'aucun déplacement. Et tant que les États-Unis ne changent pas de politique, les choses resteront ainsi. L'Iran n'a pas peur. L'armée iranienne s'est préparée à la guerre. Et si les Américains tentent de commettre des crimes contre l'humanité, par exemple en visant des infrastructures iraniennes essentielles, alors oui, ce sont tous des criminels de guerre. Ce sont déjà des criminels de guerre, mais leurs crimes vont encore s'aggraver. Les pilotes sionistes, bien sûr, sont par nature des criminels, donc inutile d'en parler. Ils prennent plaisir à tuer des enfants. Mais si les Américains ou le régime israélien frappent des cibles stratégiques, l'Iran fera de même. Et l'Iran dispose de capacités qu'il n'a pas encore révélées. Les infrastructures critiques du régime israélien seront détruites, et celles des régimes du Golfe Persique le seront aussi. Sans ces régimes, il n'y aurait pas de guerre. Les Américains ne pourraient pas mener une guerre contre l'Iran sans les Émirats, sans l'Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar et Bahreïn. Alors ils en paieront les conséquences. Et mon conseil, c'est que tout le monde parte dès maintenant. Parce que comme vous le savez, si Trump met ses menaces à exécution concernant les infrastructures essentielles dans le but de tuer des enfants, parce que vous savez, quand on perd l'électricité, quand on perd des infrastructures vitales, des gens meurent dans les hôpitaux, toutes sortes de choses horribles se produisent. Alors l'Iran devra riposter, surtout que les États-Unis s'appuient sur ces régimes du Golfe Persique. Oui, parce qu'ils utilisent ces régimes du Golfe Persique. Alors, comme il va faire très chaud et très humide dans le Golfe Persique dans les semaines à venir, je pense qu'il vaut mieux que les gens partent dès maintenant, qu'ils traversent le désert et qu'ils aillent, je suppose, en Irak ou peut-être même au Yémen. Ou peut-être, je ne sais pas, je ne vois pas vraiment d'autres endroits où ils pourraient aller. Mais peut-être au Mans. Je ne sais pas trop quelle capacité d'accueil, quelle infrastructure Oman peut offrir. En tout cas, les gens devraient partir. Et les marins, ceux qui sont sur les navires dans le Golfe Persique, ils doivent se préparer à évacuer leurs bateaux. Parce que si la situation dégénère, ces navires ne tiendront pas, surtout si la guerre s'étend. Et c'est encore plus vrai pour ceux qui se trouvent près du détroit d'Ormuz. Ils seront pris pour cible et détruits. Alors le mieux, c'est que tous les marins se préparent dès maintenant à évacuer. Souviens-toi, Nima, l'Iran ne veut pas de cette guerre. L'Iran n'a pas commencé cette guerre. L'Iran n'a jamais cherché à l'aggraver. Et si tu regardes le nombre de victimes dans la région du Golfe Persique, dans ces dictatures familiales arabes, seules quelques personnes sont mortes. Mais en Iran, il y en a eu bien plus de 3000.
Pourquoi? Parce que les Américains et les Israéliens visent les civils. Ils frappent des gens dans leurs magasins, sur les routes, chez eux, au travail. Quand ils visent quelqu'un, une personne en particulier, ils le visent avec sa famille, avec ses enfants, avec ses petits-enfants. Les États-Unis ont même pris pour cible des écoliers dans une école primaire, sans jamais s'excuser, sans jamais exprimer le moindre remords. C'est un régime barbare. L'Iran, lui, fait tout pour ne blesser de civils. Malgré les destructions massives qui ont eu lieu dans le Golfe Persique, on a vu que très peu de personnes de l'autre côté ont perdu la vie. C'est pour ça que je pense qu'il faut évacuer immédiatement, parce qu'on ne veut pas que des gens meurent. Mais les infrastructures pétrolières et gazières, à mon avis, sont complètement détruites. L'électricité aussi. Tout sera anéanti si Trump met sa menace à exécution. Et alors, on se dirigera vers une dépression économique mondiale. Il n'y aura plus de pétrole, plus de gaz, plus d'hélium, plus d'engrais, ni rien d'autre venant de la région du Golfe Persique pendant des années. Et surtout, plus rien pour les alliés des États-Unis. Tout cela, c'est l'œuvre de Trump. Il ne faut pas oublier que les sionistes, Netanyahou, le régime israélien, poussent les États-Unis à agir ainsi. Et bien sûr, Trump leur obéit pour une raison ou une autre. Ce sont eux les responsables. Ils sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qui va se passer à partir de maintenant. Pourquoi l'Iran ne considère-t-il pas que ce soit une bonne option d'aller à Islamabad? Quels sont, selon Téhéran, les principaux obstacles de son point de vue dans cette situation? Eh bien, c'est évident qu'il y a un cessez-le-feu. Nous avions un accord avec les États-Unis et ce sont les États-Unis qui violent ce cessez-le-feu en imposant un blocus sur les ports iraniens du Golfe Persique. C'est inacceptable. C'est une violation. Donc, dans ces conditions, nous ne pouvons pas négocier. Et si les Américains commencent aussi à saisir des navires iraniens, ce qu'ils font déjà, ça rend les choses encore plus impossibles. Ils devraient aussi se rappeler que nous avons un très grand nombre de navires dans le Golfe Persique et que tous ceux qui ne seront pas détruits, les Iraniens les prendront comme compensation. Les Américains n'ont pas de bonnes options. Aucune. Ils n'ont pas de carte en main. Ce n'est pas qu'ils en ont peu. Ils n'en ont pas du tout. Et plus les États-Unis s'engageront dans des combats contre l'Iran, plus la situation empirera pour eux. Et tout le monde, partout dans le monde, devrait reconnaître que c'est le fait de Netanyahou, du sionisme et de Trump. Si des gens en Argentine en subissent les conséquences, ils savent très bien qui blâmer. Partout dans le monde, les gens devraient savoir, sauront et savent déjà qui est responsable de cette catastrophe grandissante. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le vrai malheur, malheureusement, est encore à venir. Pour l'instant, on ne voit que la hausse des prix et le début des pénuries. Mais dans les jours qui viennent, la situation va nettement s'aggraver. Et d'ici 3 ou 4 semaines, les gens commenceront à comprendre qu'il s'agit bel et bien d'une catastrophe. Professeur Marandi, cet acte qui consiste, vous savez, à prendre le contrôle de navires commerciaux iraniens, essentiellement des navires marchands, comme vous l'avez mentionné, viole le cessez-le-feu entre les deux parties. Pensez-vous que l'une des principales raisons pour lesquelles Donald Trump, ou plutôt l'administration Trump, se permet d'agir aussi près des côtes iraniennes, c'est justement à cause de ce cessez-le-feu? Et comment l'Iran perçoit-il cela? Quand ce cessez-le-feu prendra fin, ce qui devrait arriver bientôt, quelle sera la réaction de l'Iran face à ce qui s'est passé jusqu'à présent? Eh bien, Nima, tout d'abord, tu as raison à propos des Iraniens. À cause du cessez-le-feu, les Iraniens ont permis à la marine américaine et à l'armée de l'air des États-Unis de se déplacer plus librement.
Mais l'Iran possède encore des armes qui n'ont pas été utilisées. Certaines ne l'ont pas été parce que les Iraniens ne voulaient pas provoquer une escalade. Ils ne voulaient pas aller plus loin. Mais après les menaces que Trump a proférées, parlant pratiquement d'extermination de la nation iranienne, je pense que cela change la donne. L'Iran utilisera sans doute des systèmes d'armes qu'il n'avait pas encore employés. Et je pense que les navires américains, tous les moyens américains, ainsi que les moyens israéliens, seront plus vulnérables qu'avant. Vous pensez que... Je crois que l'un des principaux arguments du côté iranien, qu'on a d'ailleurs entendu de la part du président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, qui, soit dit en passant, dirigeait la délégation lors du premier round de négociations, c'est qu'il a affirmé que l'Iran, pendant la guerre, avait considérablement renforcé son système de défense aérienne. Et on l'a bien vu dans les derniers jours, avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Alors, qu'est-ce que c'était exactement? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Comment l'Iran a-t-il pu y parvenir? Est-ce que c'était un développement purement national ou bien une forme de coopération? Qu'est-ce qu'on sait à ce sujet? Les capacités de l'Iran sont intactes parce que ses principales usines et ses centres de recherche et développement sont profondément enfouis sous terre. Et beaucoup de ces bases de missiles n'ont même pas encore été mises en service. Elles n'ont jamais été utilisées. La majorité des bases de missiles iraniennes n'ont pas encore servi. L'Iran, je crois qu'on en a déjà parlé, utilise depuis le tout début une série de bases de missiles, et Nothing, justement pour que le régime américain et le régime de Netanyahou ne sachent pas grand-chose des autres bases. Ces bases navales souterraines, intactes. La plupart de ces bases de missiles, intactes. Ces centres de recherche et développement, intacts. Ces usines pour la fabrication de missiles et d'autres armes de haute technologie, intactes. L'Iran est aujourd'hui plus près qu'il ne l'était auparavant. Et les Américains peuvent continuer à dire qu'il manque de missiles et de drones. C'est ce qu'ils répétaient pendant 40 jours. Et comme on s'en souvient tous, pendant les 2 dernières semaines de cette guerre de 40 jours, les Iraniens frappaient de plus en plus fort. Ce n'est pas une guerre que les Américains peuvent gagner. Et s'il y a une offensive terrestre, je n'ai aucun doute que les Iraniens les laisseront entrer, puis qu'ils commenceront à les frapper, encore et encore, semaine après semaine, jusqu'à les forcer à un retrait humiliant. L'Iran ne va pas défendre chaque mètre de son territoire à tout prix. Ce que veut l'Iran, c'est qu'ils entrent dans le pays, qu'ils s'y engagent, et ensuite qu'ils les déchirent de l'intérieur. Souvenez-vous, on en a déjà parlé. L'Iran n'aime pas la guerre. L'Iran ne veut pas la guerre. Mais quand elle a commencé, je vous ai dit que les Iraniens voulaient que ce soit une guerre longue. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que ça se reproduise. Ils veulent en finir une bonne fois pour toutes. À la fin de cette guerre, les Iraniens veulent s'assurer qu'aucun pays ne songe plus jamais à attaquer l'Iran. Et c'est exactement ce qu'ils avaient prévu. Ils ont préparé cette guerre depuis des décennies. Et tout ce qu'on disait il y a des années, tout s'est révélé vrai. Mais encore une fois, dans leur arrogance, l'Occident, les Américains, leurs médias font comme si tout ça allait être facile. Ce sera impossible. Et quand ils lanceront leurs attaques, on verra encore des images diffusées par le gouvernement américain montrant toutes sortes de missiles détruits, de défenses aériennes détruites, de tunnels détruits. Ils montreront peut-être qu'ils ont pris telle ou telle île, et ils présenteront ça comme une victoire, exactement comme pendant la guerre des 12 jours. C'est ce qu'ils avaient fait. Tout comme pendant la guerre du Ramadan, la guerre qu'on vient de vivre et dont on termine à peine le cessez-le-feu d'après-guerre.
Pendant ces deux guerres, les médias occidentaux ont fait semblant, même ceux qui étaient opposés à Trump, que leurs troupes s'en sortaient très bien. Mais avec le temps, on a vu que c'était de la propagande. En réalité, ils ne s'en sortaient pas bien du tout. Leur position dans le Golfe Persique était détruite, et le régime israélien, pendant 40 jours et 40 nuits, a été frappé sans relâche. Et les supplétifs américains dans le Golfe Persique, qui font partie, vous savez, de cette coalition dite d'Epstein, certains plus sinistres que d'autres, mais tous sinistres, ces régimes ont subi de lourdes pertes. Mais la punition qui les attend sera d'un tout autre niveau, partout, que ce soit en Palestine occupée ou dans les futures guerres de la région du Golfe Persique. Professeur Marandi, comme il y a en ce moment énormément de désinformation et de fausses informations dans les médias traditionnels, surtout sur X, qui semblent être complètement sous occupation sioniste. Voilà ce que Donald Trump a publié sur X. Il a simplement repartagé un message d'un homme affirmant que la République islamique se préparerait à pendre 8 femmes. Et Donald Trump ajoute qu'il demande, qu'il négocie, qu'il va bientôt négocier avec les Iraniens et qu'il va leur demander de libérer ces femmes. Qu'est-ce qui se passe exactement? À chaque fois qu'ils essaient de créer une sorte de vague contre vous, d'exercer une pression psychologique sur les gens qui suivent Donald Trump, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il y a la moindre part de vérité dans ce genre de récit qu'on voit circuler en ce moment? Non, bien sûr que c'est n'importe quoi. Mais ceux qui ont tué des gens pendant les émeutes, ceux qui ont commis des meurtres, eux risquent la peine capitale. Cette histoire des 8 femmes, c'est une fausse information. En gros, c'est fait pour justifier le meurtre de milliers d'Iraniens. Et les journalistes occidentaux vont relayer ça, parce que c'est dans leur nature. C'est comme Piers Morgan. J'étais avec lui hier et je pense que vos téléspectateurs devraient regarder l'échange en entier. C'était vraiment intéressant. Il a refusé de dire qu'il considère l'ethno-suprémacisme comme illégitime. Il a refusé de le dire 3 fois. Et là aussi, j'ai montré qu'il reprenait encore cette idée, selon laquelle des milliers de manifestants pacifiques auraient été abattus par la police. Tout ça, c'est un récit répété par des gens mal intentionnés et par des idiots utiles. Les idiots utiles, certains d'entre eux que je critique en ligne, comme ces gauchistes, ces gens qui se prétendent un peu dans l'opposition, mais qui répètent en grande partie le récit occidental quand il s'agit de l'Iran. Je lui ai dit, comment se fait-il que Trump lui-même ait reconnu qu'il leur envoyait des armes? Et si c'était vraiment des manifestations spontanées avec des protestataires pacifiques, à qui aurait-il envoyé ces armes? Comment sait-il qu'ils savent s'en servir? Comment sait-il qui ils sont? C'est évident que tout ça, ce sont des réseaux de terroristes, et que c'était un soulèvement armé lancé par les services de renseignement américains et israéliens. Ils sont responsables de la mort de chiffres inventés. Ce n'était qu'un nombre, créé pour provoquer une réaction émotionnelle et justifier le massacre des écolières qu'ils ont commis. Les mêmes journalistes qui prétendent qu'en Iran, on tue des femmes innocentes, 8 personnes, ou peu importe, ou que des milliers d'Iraniens ont été abattus, ce sont ces mêmes gens qui ne diront pas un mot sur les 168 petites filles massacrées à Minam. Donc, tout ce qu'ils racontent est faux, c'est de la propagande. Mais beaucoup de gens voient clair maintenant, et ça ne marchera plus. Et j'ai dit à Piers Morgan que si ces manifestations étaient vraiment spontanées, alors à qui envoie-t-il les armes? Comment peut-il savoir qu'ils savent même utiliser des armes? C'est évident, on voit très bien ce que c'était. Des idiots utiles ont contribué à justifier, enfin il n'y avait aucune justification, mais à créer une sorte d'aura de légitimité pour une agression contre l'Iran. Et c'est exactement ce qu'ils essaient de faire aujourd'hui,
À chaque fois qu'ils veulent mettre la pression sur l'Iran, ils inventent quelque chose. Demain, par exemple, ce sera peut-être une opération sous faux drapeau. Peut-être qu'aux États-Unis, on verra une attaque contre une synagogue et je ne sais pas, quelques personnes seront tuées. Et ensuite, on verra des photos de l'ayatollah Khamenei ou de quelqu'un d'autre, un peu comme le passeport retrouvé à New York le 11 septembre, ce genre de choses. Donc je ne prendrai rien de tout ça au sérieux. C'est évident qu'ils sont simplement en train de préparer le terrain pour une agression. Exactement comme on a vu Trump, il y a quelques jours, dire que les Iraniens avaient accepté ceci, cela et encore ceci. Pourquoi disait-il ça? À mon avis, il le disait pour pouvoir, plus tard, affirmer qu'ils avaient promis de faire tout ça, mais qu'ils ne l'ont pas fait, qu'ils n'ont pas tenu parole, donc qu'il va falloir les bombarder. C'est comme ça que fonctionnent les États-Unis. Et souvenez-vous, la classe Epstein, quand il s'agit du sionisme et de l'Empire, ils sont tous d'accord. Ils détestent Trump, mais ils adoreraient voir le peuple iranien détruit. C'est pour ça que, depuis des semaines, Trump répète qu'il va anéantir l'Iran, qu'il va ramener l'Iran à l'âge de pierre. Et plus récemment, il a même dit qu'il allait effacer une civilisation. Est-ce que vous avez entendu un seul de ces grands journalistes occidentaux, avec des millions, des centaines de milliers, ou même des dizaines de milliers d'abonnés, exprimer la moindre indignation? As-tu vu des gros titres, des titres scandés à la une du Guardian ou du New York Times, disant « Ce sont des crimes contre l'humanité, il doit être renversé, écarté ou destitué du pouvoir ». Non, bien sûr que non, parce qu'ils sont tous pareils. Il n'y a pas de vraie différence. D'ailleurs, ils suppriment beaucoup de comptes iraniens sur Twitter. Mon compte Facebook et mon compte Instagram ont été supprimés il y a longtemps. Aujourd'hui, je n'ai plus qu'un compte Twitter et une petite chaîne Telegram que tu peux trouver sur mon compte Twitter. Et vu la tournure des choses, je m'attends à ce que mon compte Twitter soit bientôt supprimé lui aussi. Alors, si quelqu'un veut rejoindre ma chaîne Telegram, elle est encore là pour le moment. Tu peux la trouver sur mon compte Twitter. Oui. Professeur Marandi, je mettrai le lien vers votre chaîne Telegram dans la description de cette vidéo. Et pour tous ceux qui veulent suivre le professeur Marandi, il suffit d'aller voir la description juste après cette discussion. Je vais l'y ajouter. Et professeur Marandi. D'ailleurs, je le dis très ouvertement et très clairement. Si je suis pris pour cible, les Iraniens, enfin il y en a d'autres aussi, mais certains Iraniens que je suis, vous pouvez les contacter et les inviter dans vos émissions, la vôtre ou d'autres, dans les médias. Je vous enverrai des listes après cette émission et j'enverrai aussi ces listes à d'autres amis. Donc, il n'y a aucun moyen de nous faire taire. Ils peuvent nous retirer nos comptes. Ils peuvent nous tuer. Mais mon has Professor Marandi, when do you think that Professeur Marandi, pensez-vous que l'une des conditions préalables aux négociations pour un éventuel second cycle de discussion, si cela a lieu, comme vous l'avez mentionné, serait la levée du blocus imposé par les États-Unis? Est-ce que c'est l'une des conditions? Et quelles autres conditions pourrions-nous avoir, s'il en existe, concernant les États-Unis? Oui, je pense. Enfin, je veux dire, je n'ai pas participé à aucune réunion. J'ai seulement eu des appels téléphoniques avec des personnes impliquées, celles qui faisaient partie de la délégation la dernière fois, celles qui m'avaient demandé de voyager avec elles. Et d'après ce que j'ai compris, il s'agirait du blocus et des navires qui ont été endommagés ou détournés. Peut-être qu'il y a d'autres conditions aussi, je ne sais pas. En tout cas, il ne faut pas prendre ce que je dis comme parole définitive. Mais c'est ce que j'ai compris. La raison, en revanche, est claire. Pourquoi les Iraniens ne prévoient pas d'y aller?
Et encore une fois, tout ce que vous voyez venir de Reuters ou d'autres médias ou de cette chaîne Iran International israélienne, tout ça, c'est simplement de la guerre psychologique. Yeah. And the Oui. second Et la deuxième part partie will be, serait, professeur Professor Marandi, Marandi, which quels étaient les were points basically, essentiels, which les were the principaux main sujets points abordés during pendant the le premier first round cycle of de negotiation. négociation? One L'un of d'eux, them is c'est le the détroit Strait of d'Ormuz. Hormuz, and the Et second l'autre, one is the c'est enrichment of l'enrichissement de uranium l'uranium on sur le Iranian sol soil. iranien. Alors, And où en est-on concernant le détroit what is the d'Ormuz? case of the Strait Est-ce qu'il of y a eu des Hormuz so messages, far? d'une Was manière there ou was d'une any autre, sort of venant des messages coming États-Unis? from the United On sait qu'ils ont States? We know demandé that they à asked pouvoir you to bénéficier be du détroit part of d'Ormuz, the, mais que they cette wanted to demande a benefit été from the rejetée Strait of par la Hormuz, but partie was iranienne. rejected by Iranian Quelle est la parties. situation aujourd'hui How- autour du détroit d'Ormuz? How things are considering the Strait of Hormuz? Comme vous le savez, je ne fais pas partie des négociations. Donc, j'ai quelques bribes d'informations, mais pas les détails. En revanche, le statut du détroit d'Ormuz a changé de façon permanente. Les Iraniens ne vont pas négocier là-dessus. Le seul pays avec lequel ils accepteront de coopérer sur ce sujet, c'est Oman. Tous les autres devront s'accommoder du nouveau statu quo. Que les Américains lancent une attaque ce soir et mènent une guerre de 6 mois, d'1 mois, de 2 semaines ou de 2 ans, le statut, lui, a changé pour de bon. Et ça, c'est quelque chose que les régimes du Golfe Persique devront accepter s'ils veulent continuer d'exister. Parce que si Trump déclenche cette guerre et que l'Iran est forcé de leur faire ce que, avec leurs maîtres américains, veulent nous faire, alors ces pays cesseront d'exister, pour la plupart. Surtout les plus petits, et probablement tous, du moins sous leur forme actuelle. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit le pouvoir en place, dans n'importe quelle zone de la région du Golfe Persique, il devra composer avec l'Iran. L'entité qui contrôle le détroit d'Ormuz est légitime sur le plan juridique. Ce n'est pas illégal, contrairement à ce que prétendent certains commentateurs occidentaux. Et ces commentateurs occidentaux feraient mieux de s'inquiéter de la guerre qu'ils ont soutenue contre l'Iran, de celle que leur régime mène contre l'Iran, et des milliers de personnes qu'ils ont tuées, plutôt que de s'inquiéter du contrôle exercé par l'Iran sur le détroit d'Ormuz. On a eu un article dans le Wall Street Journal qui disait que plus de 25 pétroliers et méthaniers liés à l'Iran avaient réussi à contourner le blocus américain dans le détroit d'Ormuz. Et je pense que ça montre, d'une certaine manière, les limites des États-Unis dans la mise en œuvre d'un blocus. C'est pas comparable à ce que fait l'Iran dans le détroit d'Ormuz. L'Iran tire profit du détroit d'Ormuz à cause de sa position, parce que c'est une partie de la géographie iranienne, si vous voulez. Les États-Unis, eux, sont allés très loin, tout près des côtes iraniennes, pour faire ça. Et la question de la durabilité de ce qu'ils font est aussi importante. On se souvient, dans le cas de la guerre d'usure, qu'il s'agit en quelque sorte d'une guerre d'usure entre les deux parties. Alors, quelle est l'évaluation du côté iranien? Et jusqu'où les États-Unis sont-ils capables de poursuivre ce genre d'opération? Eh bien, les Américains pensent qu'ils peuvent étrangler l'Iran. Le problème, c'est que s'ils volent nos navires, nous nous dédommagerons nous-mêmes. Nous prendrons notre compensation sur les navires du Golfe Persique. Ces navires appartiennent soit au Koweït, soit aux Émirats, à l'Arabie Saoudite, à Bahreïn ou au Qatar. Ils font tous partie de cette guerre. Ils sont tous coupables d'agression et ce sont tous des complices de crimes. Donc, c'est eux qui paieront la compensation. Que ce soit à travers les droits qu'ils doivent payer pour sortir, entrer ou traverser le détroit d'Ormuz, ou que ce soit une compensation directe, ou encore les navires et leurs biens qu'on leur prendra, l'Iran sera indemnisé. Les Américains peuvent bien saisir quelques navires, mais le prix que l'Iran fera payer en retour sera bien plus élevé.
et tout ce qui restera dans le golfe Persique après la guerre. Eh bien, beaucoup de navires seront sans doute détruits. Ils couleront au fond du golfe Persique, du détroit d'Ormuz ou du golfe d'Oman. Donc, encore une fois, les Américains n'ont pas l'avantage. L'Iran, lui, a de nombreuses frontières pour commercer. Le Pakistan, l'Afghanistan, le Turkménistan, la mer Caspienne, qui fait frontière avec la Russie et le Kazakhstan, puis l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Turquie et l'Irak. Autrement dit, nous n'avons aucun manque de points de passage pour faire du commerce. In no shortage of border crossings to do trade with. Iran is a country that's almost self-sufficient in its agricultural products. This year, we've had a lot of rain across the country, and in Tehran, it's been better during the last few weeks, and we've had rain for the last 3-4 days. So agriculture this year should be pretty good, and therefore that will help with regards to jobs, but also the necessity to import foods would increase, or fruits and vegetables and things like that. So Iran is in a very different position than what the Americans hope. Again, this is not a winnable war. We don't want war. I'm stressing this. Some people, when I warn these Arab regimes in the Persian Gulf that people there should evacuate, they say that, what are you, a warmonger? No. But I am warning them. Non, mais je les préviens de ce qui va arriver. Et c'est bien ce que leurs régimes ont provoqué eux-mêmes, en offrant ces bases aux États-Unis, en les autorisant, en finançant l'occupation américaine. Les États-Unis ne se contentent pas de contrôler le territoire. Leur présence est financée. Et l'effort de guerre contre l'Iran est financé, surtout par 3 pays que je connais, le Qatar, les Émirats et l'Arabie saoudite. Pour les 2 autres, je n'ai pas d'informations, mais c'est probablement la même chose. En tout cas, ces pays, ces régimes sont totalement complices. Donc ce que je dis, c'est que les gens devraient partir, parce que si Trump met ses menaces à exécution, il ne pourra le faire qu'avec l'aide de ces pays. Those threats can only be carried out with the help of these countries. Their airspace, their air bases, the air bases that they... Leur espace aérien, leurs bases aériennes, les bases qu'ils ont données aux Américains, les infrastructures civiles qu'ils utilisent, et on sait qu'ils les utilisent, les ports qu'ils utilisent, les déserts d'où ils tirent leurs missiles. Nous savons tout ça. Alors, quand la guerre commencera, les Iraniens vont riposter. C'est légitime et c'est moral. Si l'Iran ne riposte pas, cela ne fera qu'encourager les Américains à continuer de détruire les infrastructures iraniennes. Donc, nous allons riposter contre les pays qui ont aidé les États-Unis. Et quand leurs infrastructures seront détruites, la dépression mondiale deviendra permanente. Elle durera des années. Et cela sera plus qu'une punition suffisante pour les actions de Trump. Nous ne voulons pas d'une dépression mondiale, nous ne voulons pas de guerre, mais si on nous y force, nous nous battrons jusqu'au tout dernier moment. C'est un combat pour notre survie. Et nous sommes déterminés à ce que la République islamique d'Iran et l'axe de la résistance survivent et que le régime de Trump, le régime de Netanyahou et le sionisme soient exposés au monde pour ce qu'ils sont. Le monde va voir, et il voit déjà que les mêmes personnes qui ont commis un génocide contre le peuple palestinien, les mêmes qui mènent aujourd'hui des opérations génocidaires contre le peuple libanais, ce sont exactement les mêmes qui sacrifient l'économie mondiale pour leurs propres ambitions génocidaires. Voici ce report Sen. Un instant des hommes. Yeah. Yeah, we have some reports from CNBC. Nous avons quelques informations de CNBC. Le professeur Marandi va revenir dans un instant. En gros, il posait une question à Donald Trump. Pardon pour ça. Oui, professeur Marandi, voici ce qu'on a demandé à Donald Trump. Un journaliste de CNBC lui a dit «
Vous dites qu'il vous faut au moins la perspective d'un accord signé aujourd'hui ou demain, sinon vous reprendriez les bombardements sur l'Iran. Et Donald Trump a répondu, « Eh bien, je m'attends à bombarder parce que je pense que c'est une meilleure attitude à adopter. Mais nous sommes prêts. L'armée est impatiente d'y aller. » De quel type d'accord est-ce qu'il parle? Je ne sais pas, je ne comprends pas, parce qu'il n'y a aucune base, aucun fondement, aucun cadre n'a été défini pendant le premier tour des négociations. Il parle de signer quelque chose. Mais de quoi parle-t-il exactement? He's talking nonsense. Il raconte n'importe quoi. C'est un psychopathe. Il n'est pas normal. D'après ce que j'entends de la part d'amis bien informés qui ont des contacts avec des gens proches de la Maison-Blanche, il a des problèmes mentaux. Donc vous voyez, on peut s'attendre à tout. Mais ceux qui veulent la guerre avec l'Iran, ces psychopathes sionistes, eux, ils n'ont aucun problème. Ils poussent à la guerre. Il parlait de, si vous vous souvenez, il y a 2 ou 3 jours, il a dit que l'Iran avait tout accepté. Rien de tout ça n'est vrai. Tout est faux. Et le docteur Golibov, dans son tweet, l'a très clairement souligné. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Où est le problème? Le problème, c'est que d'abord, les États-Unis ont commis des actes d'agression et des crimes de guerre contre l'humanité, aux côtés, bien sûr, du régime de Netanyahou. Pourtant, nous avions un cessez-le-feu. Les États-Unis n'ont pas respecté le cessez-le-feu. Netanyahou a violé le cessez-le-feu. Ensuite, Trump a déclaré que le Liban ne faisait pas partie du cessez-le-feu parce que Netanyahou le lui imposait. Et l'Iran a répondu « Non, le cessez-le-feu est global. Vous devez respecter tous vos engagements. Sinon, nous n'augmenterons pas le nombre de navires qui passent par le détroit d'Ormuz. Donc, nous ne tiendrons pas nos engagements tant que vous ne tiendrez pas les vôtres. » Et bien sûr, au final, ils ont été contraints d'imposer un cessez-le-feu au Liban. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant cette période, 2 ou 3 jours, je crois, avant que le cessez-le-feu soit finalement appliqué au Liban, les Américains ont imposé un blocus dans le golfe Persique. C'est une violation du cessez-le-feu. Comment peut-on négocier avec une entité qui ne respecte pas ses engagements? Il n'y a rien à négocier. On ne négocie que si l'on sait que l'autre partie va tenir parole. Vous avez un accord? Vous vous engagez à faire certaines choses et l'autre partie s'engage à en faire d'autres. Donc, si les Américains violent déjà leurs engagements, toute négociation supplémentaire n'a plus aucun sens. Ils volent des navires, ils imposent un blocus à des civils sur des biens civils. Voilà. Vous pouvez faire ça, mais nous, on ne va pas négocier, parce que vous êtes en train de violer les règles. Alors imaginons qu'on ait un autre cas. Disons que l'Iran se rende à Islamabad. Les Américains se diront, « Regardez, la dernière fois, on n'a pas respecté nos engagements, donc on va en reprendre, mais on ne les appliquera pas. » Inutile. C'est pour ça que l'Iran ne prévoit pas d'y aller dans ces conditions. Ça n'arrivera tout simplement pas. Et Trump peut bien faire semblant que l'Iran a fait toutes sortes de concessions. Moi, personnellement, je pense, et je l'ai dit il y a quelques jours, je pense qu'il dit, enfin, il dit souvent n'importe quoi, on le sait bien. Mais je disais que si, pour une fois, ce n'est pas du n'importe quoi, alors je crois que ce qu'il essayait de faire, c'était de dire au public que l'Iran avait promis tout ça. Et puis, plus tard, il dira que les Iraniens ont rompu leurs promesses, alors même que les Iraniens n'ont fait aucune promesse. Ils n'ont pris aucun engagement. Mais il va le dire pour son électorat. Son électorat n'est pas vraiment composé de gens très intelligents. Et bien sûr, ce ne sont pas non plus des gens très humains. En général, on sait bien quel genre de personnes continuent à le soutenir. Mais bon, il dit ça pour eux, pour que quand il passera à l'agression,
ils puissent leur dire, eh bien, ils avaient promis de faire tout ça, ils ne l'ont pas fait, donc on est obligé de les attaquer. C'est en gros ce que je pense qu'il essayait de faire. That's basically what I think he was trying to do. So what he's saying today is all nonsense. Ce qu'il dit aujourd'hui, c'est n'importe quoi. La seule fois où il y a eu des négociations directes entre l'Iran et les États-Unis, c'était le jour où le docteur Khalibaf était à Islamabad. Certains disaient, « Vous avez mené des négociations directes. » Non. Avant les discussions d'Islamabad, il n'y avait pas de négociations directes. Il n'y avait que des messages échangés, et on en a déjà parlé. Après Islamabad, il n'y a plus eu de négociations directes non plus, seulement des messages qui circulent dans les deux sens, comme c'est le cas depuis des années. Donc, les seules négociations directes ont eu lieu le jour où j'étais moi-même à Islamabad. Je ne faisais pas partie des discussions, mais j'étais présent. C'est le seul jour où il y a eu des négociations directes. Professeur Marandi, d'après l'expérience que les Iraniens ont eue lors du premier cycle de négociations, pensez-vous qu'ils estiment que les Américains ne sont pas vraiment sérieux? Il me semble qu'en Iran, on ne perçoit aucun signe de réelle volonté du côté américain. On a plutôt l'impression qu'ils sont là pour faire semblant, pour donner le change. D'ailleurs, on voit plus de choses se passer dans les tweets ou les publications de Donald Trump que dans le travail des négociateurs américains eux-mêmes. Quelle a été l'expérience concrète? Et aujourd'hui, quelle est l'évaluation que font les Iraniens des négociateurs des États-Unis? Before the negotiations in Islamabad, Avant les négociations à Islamabad, le Dr Khalibaf et l'Ayatollah Khamenei ont discuté du cadre, et ce cadre a été arrêté. Quand le Dr Khalibaf est allé à Islamabad, il n'avait plus besoin d'appeler qui que ce soit à Téhéran. Il avait l'autorité nécessaire pour prendre des décisions. En revanche, Vance, lui, n'avait aucune autorité. D'abord, il était entouré d'actifs sionistes, d'actifs israéliens, parce qu'ils étaient trois, Witkoff, Vance et Kushner. Du côté iranien, il y avait aussi trois personnes, le docteur Khalibaf, le ministre iranien des Affaires étrangères, et le représentant adjoint du Conseil suprême de sécurité nationale, c'est-à-dire Araghchi et Bagheri. Donc, Vance passait son temps à passer des coups de fil. Et l'une des personnes qu'il a appelées, comme tout le monde le sait, c'était Netanyahou. Et plus tard, Netanyahou a déclaré que Vance lui faisait des comptes rendus, ce qui en dit long. Que Vance devait en fait rendre des comptes à Netanyahou. Et Netanyahou a dit, « Vance, comme d'autres hauts responsables américains, je reçois leurs rapports tous les jours. Donc apparemment, c'est lui, Netanyahou, le président des États-Unis. Mais Vance n'avait aucune autorité. C'était évident. Et c'est pour ça que vers la fin de la journée, les Américains ont commencé à ne plus coopérer. Ensuite, même si le plan prévoyait de reprendre les négociations le lendemain matin, ils sont partis. Alors, quel genre de négociations peut-on mener quand un des deux camps n'a aucun pouvoir de décision? Ce camp est juste là pour dire « nous étions présents pour négocier ». Évidemment, il y a un autre agenda derrière. S'ils ne sont pas sérieux à propos des négociations, c'est que le plan, depuis le début, était tout autre. Peut-être que les Américains voulaient simplement se réarmer et se regrouper. Je veux dire, c'est à peu près ça. Ou alors ils voulaient voir si, après les combats, peut-être autour de la table des négociations, ils pouvaient obtenir des choses que les Iraniens refusaient de faire pendant la guerre. Ce que je trouve absurde, parce qu'il était évident que l'Iran n'avait pas perdu la guerre. C'est eux qui l'avaient perdue. Les Américains se sont réarmés, mais les Iraniens aussi. Et les Iraniens, avec la crise mondiale, c'est comme une bombe à retardement. Pendant ces 2 semaines de cessez-le-feu, le manque de pétrole, d'hélium, de gaz naturel liquéfié, de produits pétrochimiques et de biens raffinés n'a fait qu'augmenter partout dans le monde. Trump ne fait qu'aggraver la situation, pour lui-même, pour les États-Unis, pour le monde entier. Et tout ça au nom de Netanyahou et du sionisme.
and Zionism. UAE is running out of cash. They have reported that they're asking Les Émirats arabes unis sont à court the United d'argent. States to help Ils ont déclaré and qu'ils demandaient de l'aide à Donald get Trump closer to aux China États-Unis. and using Et ils yuan. parlent aussi de se rapprocher de la Chine Even et they d'utiliser le yuan. talking about Ils vont même jusqu'à se demander quel est l'intérêt d'avoir une base américaine sur leur territoire. country. Et là, vous voyez, quand on parle des Émirats arabes unis, ce n'est même pas, vous savez, le Qatar. Ce sont les Émirats, donc très proches, beaucoup plus proches d'Israël, presque un relais israélien dans la région. Mais qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Parce qu'on sait que la situation économique met beaucoup de pression sur Donald Trump, même s'il essaie de faire comme si de rien n'était, de dire qu'il n'est sous aucune pression. Alors, qu'est-ce que ça implique pour la région? Quelles en sont les conséquences? Well, I don't think, Eh bien, je ne pense pas que, dans les circonstances actuelles, si les choses continuent comme elles semblent aller, le régime des Émirats arabes unis restera au pouvoir encore très longtemps. Mais l'une des pertes pour les États-Unis, c'est que, au-delà de la crise de l'énergie, de l'hélium, des engrais et tout le reste, les dizaines de milliards de dollars qui allaient chaque mois vers le marché obligataire, c'est terminé. Les dizaines de milliards qui allaient vers le marché boursier américain, c'est terminé aussi. Et les dizaines de milliards qui servaient à acheter des armes américaines inutiles, qu'aucun de ces régimes n'a su utiliser, eh bien, c'est fini également. Ils les achetaient juste pour que les princes touchent leur commission et que les sénateurs américains et les gens au pouvoir aux États-Unis touchent les leurs. Ça touche à sa fin. Ils n'ont plus d'argent. Et maintenant, les Émirats arabes unis sont en quelque sorte coincés parce qu'ils ne peuvent pas sortir leur argent des États-Unis. Ils ont d'énormes sommes investies dans les marchés boursiers et obligataires. Ils ne reverront jamais cet argent. Je ne le pense pas. Et à mon avis, ils ne vont pas tenir très longtemps dans la situation actuelle, a-t-il dit. Donc, ils sont déjà en crise. Mais cette fois, si la guerre se déroule comme Trump le dit, ce sera bien pire pour les Émirats que tout ce qu'ils ont connu jusqu'ici. Ce sera fatal pour le régime. C'est pour ça que je répète, les gens qui vivent dans ces pays devraient partir pour Oman. Ils devraient partir, s'ils le peuvent, en avion, tard ce soir ou avant la fin du cessez-le-feu. Ils devraient partir pour l'Irak, peut-être la Jordanie, peut-être le Yémen, si ces pays acceptent de les accueillir malgré le conflit en cours avec l'Arabie saoudite. Mais la situation est très grave. Nous sommes prêts pour la guerre. Nous sommes prêts à mourir. Mais nous ne nous inclinerons pas devant l'Empire. Nous préférons mourir debout. Nous préférons mourir debout plutôt que de vivre à genoux. Ça n'arrivera pas. Et souvenez-vous, tout cela, c'est parce que nous sommes contre le suprémacisme ethnique. Ils feront n'importe quoi. Ils détruiront l'économie mondiale. Ils essaieront de détruire la civilisation iranienne pour préserver l'Occident, pour préserver le suprémacisme ethnique. Ça en dit long sur l'Occident. En fait, ça dit tout sur l'Occident. Et encore une fois, je conseille à tout le monde de revoir mon entretien d'hier avec Geir Smorkin. Je lui ai demandé 3 fois, est-ce que vous considérez qu'un régime fondé sur la suprématie ethnique est légitime ou non? Et il n'a pas voulu répondre. Il n'a pas répondu. Et quand il a vu qu'il ne pouvait pas répondre, il a essayé de m'attaquer, de m'insulter et d'attaquer l'Iran. Moi, je n'ai cessé de lui rappeler qu'il ne répondait pas à la question, qu'il refusait d'y répondre. Et ça montre qu'en Occident, il n'y a pas de liberté. Ça montre qui commande vraiment. Ça montre qui détient le pouvoir. Et ça confirme en fait ce que disait Joe Kent, que cette guerre tourne entièrement autour du sionisme. Ce sont eux qui ont le pouvoir. C'est la classe Epstein qui détient le pouvoir. Et quand des gens comme Piers Morgan ont trop peur pour répondre à une question aussi simple, ça montre à quel point ils ont la mainmise sur la société, sur les pays de tout l'Occident.
Professor Marandi, since day one, we had Professeur Marandi, dès le premier jour, on a vu la résistance irakienne se battre aux côtés des Iraniens. Et on sait que Donald Trump fait beaucoup pour mettre la pression sur leur économie. Il parle aussi du flux de dollars américains vers leur banque centrale. Et ils veulent des dollars irakiens. Iraqi dollars. The Americans want to steal because the Americans Les Américains veulent voler parce qu'ils contrôlent les finances de l'Irak pour un jour comme celui-là, et ils veulent étrangler l'Irak pour le forcer à obéir aux États-Unis. Mais ça ne va pas marcher. Ce sera même l'effet inverse. Ça va provoquer de la colère et ça va pousser la résistance en Irak à dire « ça suffit ». Et donc en Irak, au Yémen, en Iran, ailleurs, les Américains sont trop aveugles pour comprendre ce qu'ils sont en train de se faire à eux-mêmes. Ils pensent qu'en blessant, en assassinant, en étranglant des gens, en tuant des enfants, ils pensent qu'on est encore au XIXe siècle. Ils sont revenus à un colonialisme et un impérialisme brutaux, ceux du passé, pas à la version plus sophistiquée qu'on a connue à la fin du XXe siècle. Ils sont repartis, mais c'est plus le même monde. L'Axe de la résistance est une entité très différente de tout ce qu'ils ont connu auparavant. L'Axe de la résistance est résilient et il vaincra les États-Unis. S'ils veulent la guerre, ils seront vaincus. Nous ne voulons pas la guerre. Nous n'aimons pas voir la mort et la destruction. Nous n'aimons pas voir la misère. Nous n'aimons pas voir un monde où les Américains et les Israéliens bombardent nos enfants, nos hôpitaux, nos écoles, nos universités, nos routes, nos ponts. Non, nous ne voulons pas de ça. Mais si c'est ce qu'ils insistent à faire, en barbares qu'ils sont, alors nous riposterons de toutes nos forces et nous ferons en sorte qu'ils soient vaincus. Est-ce que ça veut dire que du point de vue de l'Iran, les États-Unis sont incapables de négocier, incapables de conclure de vrais accords, plutôt que de simples arrangements, et que pour cette raison, c'est le champ de bataille qui déciderait de l'avenir de la région? Ainsi donc, il semble bien que ce soit le cas. Les États-Unis ont mené une guerre contre l'Iran, 2 guerres même, et ils ont l'audace d'imposer un blocus sur les ports iraniens tout en prétendant agir de manière humaine. Et leurs journalistes, leur classe politique, font semblant d'être les civilisés. Leurs dirigeants appellent à l'extermination du peuple iranien. Et eux, ils se présentent comme des démocraties. Et puis, des gens comme Piers Morgan et tous les autres, ils diabolisent l'Iran jour et nuit pour préparer le terrain à une agression. Mais ils sont trop lâches pour dire clairement si le suprémacisme ethnique est légitime ou non. Voilà à quoi nous avons affaire. Voilà ce qu'est l'Occident, l'ennemi de son propre peuple. La classe Epstein, la classe dirigeante, ce sont les ennemis de leur propre population. Leur peuple est tout autant victime que nous. Et quand la crise économique mondiale frappera, quand la dépression arrivera, si les choses se passent comme Trump le menace, alors les gens qui seront touchés partout dans le monde en feront partie. Oui. Oui, on dirait qu'on a perdu le professeur Marandi. Il va revenir. Et je vais poursuivre avec lui, parce que non seulement l'Irak est important en ce moment, mais le Liban aussi. L'un des points essentiels avant le premier cycle de négociations, c'était justement la situation au Liban. Et aujourd'hui, on sait que les Israéliens ont tracé une ligne jaune dans le sud du pays. Alors la question, pour beaucoup d'entre nous, c'est de savoir comment l'Iran va réagir à ça. Parce que l'administration Trump essaie de dire que le cas du Liban est différent de ce qui se passe entre les États-Unis et l'Iran. Mais dans l'esprit des Iraniens... Ah, vous êtes de retour, professeur Marandi. Oui, j'ai changé de connexion. Et je ne sais pas comment ça va se passer dans les prochains jours. Parce que si jamais ils commencent à frapper les centrales électriques et ce genre d'infrastructures,
eh bien, à l'avenir, il sera peut-être plus difficile pour nous d'avoir ce genre de conversation. Je ne sais pas. Il faudra que je me renseigne pour savoir s'il y a des endroits où je pourrais aller faire des interviews, comme la dernière fois. Mais comme la nature des frappes sera, vous savez, de viser tous les Iraniens et de détruire la civilisation iranienne, il se peut que ce soit plus compliqué pour moi de communiquer à l'avenir. En tout cas, j'ai changé de connexion. Ce que je voulais dire surtout, c'est que quand la crise éclatera, si Trump fait vraiment ce qu'il dit vouloir faire, et qu'en cherchant à nous exterminer, nous et la civilisation iranienne, ses forces armées commettent des crimes contre l'humanité. Ça va provoquer une catastrophe économique mondiale, et les gens ordinaires en Occident vont souffrir comme tout le monde, et ils sauront qui est à l'origine de leur souffrance. Ce sera le sionisme. Ce sera Netanyahou. Ce sera Trump. Les peuples du Sud global le sauront. La majorité du monde le saura. Et donc Trump est en train de se tirer une balle dans le pied. Les sionistes aussi se tirent une balle dans le pied, parce que le pire qui puisse leur arriver, c'est que le monde les voit à la fois comme génocidaires, responsables de la destruction de la vie des gens partout sur la planète. Professor Marandi, we know that Israelis have defined a yellow line. Professeur Marandi, on sait que les Israéliens ont tracé une ligne jaune dans le sud du Liban. Et Donald Trump fait tout pour faire valoir que la situation du Liban est différente de celle de l'Iran. Mais on sait bien que du point de vue iranien, ce n'est pas le cas. Pour l'Iran, tout est lié. Ce n'est pas seulement le Liban, mais aussi Gaza, la Cisjordanie, la Palestine. Tout est connecté. Et que peut-on dire? Hier, j'ai parlé avec Paul Craig Roberts. Son idée principale, c'est pourquoi personne dans la région ne demande, lors des négociations avec les États-Unis, quelle est cette fameuse stratégie israélienne? Vous savez, le Grand Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas seulement pour l'Iran, mais pour toute la région, pour la Turquie, pour les pays du Golfe. Pourquoi personne ne pose cette grande question, qui est pourtant la question centrale, celle qui est à la base de tout ce qui se passe en Cisjordanie, à Gaza, au Liban, et maintenant contre l'Iran? In Gaza, in Lebanon, and right now against Iran. Parce que ce sont des intermédiaires. Tous des intermédiaires. Ils font tous partie du camp américain. Ils sont compromis. Franchement, si les gens ne l'ont pas encore compris, ils ne le verront plus à partir de maintenant. Si les gens ne voient pas ce que fait le gouvernement turc, ils ne le verront plus. S'ils ne voient pas ce que font la Jordanie, l'Arabie saoudite et les autres, ils ne le verront plus non plus. Mais l'Iran n'autorisera pas les forces de la résistance à être écrasées. Il n'autorisera pas le régime israélien à occuper le sud du Liban. Et les actes de résistance n'abandonneront pas le peuple palestinien. Le régime israélien est en train de perdre. Le sionisme est en train de perdre. Le monde les méprise. Et cela aura des conséquences énormes. Les États-Unis ne gagneront pas cette guerre. Alors il faut qu'on se prépare pour les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir. Mais le temps ne joue pas en faveur des sionistes. Merci beaucoup, professeur Marandi, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Merci de m'avoir invité, Nima. Tar un plaisir.